On a toutes et tous déjà vu passer cette image. C'est presque un classique d'Internet et des formations en entreprise. Je parle de la fameuse pyramide de l'apprentissage. Ah oui, celle qui nous dit qu'on retient, 10% de ce qu'on lit? C'est ça, 20% de ce qu'on entend, mais 90%, voire 95% de ce qu'on fait ou de ce qu'on enseigne. C'est simple, c'est visuel, ça a l'air, plein de bon sens. Pour notre discussion d'aujourd'hui, on se plonge dans une analyse critique de Julien Alvarez, qui est un chercheur spécialiste en ludopédagogie. Et notre mission, c'est un peu de passer cette pyramide au scanner. Est-ce qu'elle repose sur des fondations solides? Ou est-ce que c'est une belle histoire? Et si c'est le cas, sur quoi on peut vraiment s'appuyer pour comprendre comment on apprend? Ce qui est dingue, c'est que d'entrée de jeu, la source nous met face à une contradiction totale. Cette pyramide, avec ses pourcentages si nets, si convaincants, serait en réalité... Une construction. Oui, une sorte de mythe moderne des sciences de l'éducation, popularisé pour des raisons marketing. Pour promouvoir les pédagogies dites actives. Marketing, carrément. Carrément. Et ça pose une question qui est fondamentale. Si l'un des schémas les plus partagés sur l'apprentissage est en fait une fake news, sur quoi reposent nos certitudes? Ça oblige à tout remettre à plat. Exactement. Alors, allons-y. Mettons les mains dans le cambouis. Cette pyramide, elle est très affirmative. 10% pour la lecture, 30% pour une démonstration, jusqu'à 95% pour l'enseignement. Ces chiffres sont tellement précis. Oui, ça donne une impression de rigueur scientifique. Voilà. Ils sont pas apparus par magie, quand même. Quelqu'un a bien dû les sortir de son chapeau. Et c'est là que l'enquête devient passionnante. La source nous explique que l'origine de tout ça, c'est un chercheur américain, Edgar Dale, et son travail dans les années 40. Il a bien créé une sorte de pyramide qu'il a appelée le cône de l'expérience. D'accord. Sauf que le cône original de 1946 ne contenait absolument aucun pourcentage. Pardon? 0. Pas un seul chiffre. Attends, ça veut dire que l'élément le plus connu de cette pyramide, ce qui la rend si percutante, les chiffres, ont été complètement inventés et plaqués dessus plus tard. C'est exactement ça. C'est quand même fou. Et ça change pas seulement le détail, ça change le sens même du modèle. Le but de Dale, c'était pas du tout de hiérarchiser les méthodes d'apprentissage en fonction d'une prétendue efficacité. Alors c'était quoi son but? Son but, c'était de classer les expériences pédagogiques sur un axe, du plus abstrait au plus concret. Tout en haut du cône, on a les symboles verbaux, lire un texte par exemple. C'est très abstrait. Ok. Et tout en bas, à la base, on a l'expérience directe. Participer à une pièce de théâtre, faire une simulation. C'est très concret. Donc son idée, c'était de dire qu'en descendant dans le cône, l'expérience devient plus riche, plus sensorielle. Précisément. Il parlait de la richesse de l'expérience, pas de son efficacité en termes de mémorisation. Et Dale lui-même, dès l'époque, mettait en garde. Il disait « Attention à l'interprétation simpliste qui serait de dire que le bas est toujours meilleur que le haut. » Ah oui. Parfois, l'abstraction, c'est exactement ce dont on a besoin, en fait. On a fait dire à Dale le contraire de ce qu'il pensait. Bon, si ce n'est pas Dale, alors qui sont les coupables? D'où viennent ces pourcentages? Alors la source retrace la piste. Et elle nous mène à une organisation américaine de formation, le National Training Laboratories Institute, le NTL. D'accord. Dans les années 50 ou 60, ils ont publié leur propre version de la pyramide, en y ajoutant ces fameux pourcentages. C'était une démarche purement marketing. Ah voilà, pour vendre leur formation. Exactement. Pour vendre leur formation basée sur des méthodes actives. Le message, c'était, en gros, regardez, la science le prouve, notre méthode où vous êtes actif est 9 fois plus efficace que de lire un manuel. Sauf qu'il n'y avait aucune science derrière. C'est un argument de vente déguisé en fait scientifique. Voilà. La conclusion de l'analyse, elle est sans appel. Ces pourcentages ne sont validés par aucune étude sérieuse, ni en sciences de l'éduc, ni en psycho-cognitive. C'est un mème, une idée qui se propage parce qu'elle est simple et séduisante, pas parce qu'elle est vraie. Bon, la pyramide est à terre. C'est un peu déstabilisant. Par quoi on la remplace? Parce que l'idée de fond, que faire, c'est important pour apprendre, elle n'est pas complètement fausse si, on le sent bien intuitivement. Non, absolument pas. L'intuition est bonne, mais la pyramide est une mauvaise carte. Le document nous propose alors de nous tourner vers des modèles plus robustes. Le premier, c'est celui de Chris Argyris et Donald Schoen. Et que nous disent-ils, Argyris et Schoen? Alors, ils nous disent que l'apprentissage se produit principalement de 2 manières, qu'ils appellent des boucles. D'abord, il y a l'apprentissage en simple boucle. La simple boucle. C'est le plus courant. On détecte un problème, une erreur, et on la corrige pour atteindre notre objectif, sans jamais remettre en question l'objectif lui-même. Tu aurais un exemple concret? Bien sûr, la simple boucle, c'est un peu comme un thermostat.
S'il fait trop froid, il détecte l'écart, il allume le chauffage. Il corrige, il atteint l'objectif. D'accord, il suit les règles. Voilà, il se demande jamais, est-ce que le chauffage est la meilleure solution? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt isoler les fenêtres? Il ajuste, c'est tout. Je vois. Et la deuxième boucle alors? C'est l'apprentissage en double boucle. Et là, on change de dimension. Ça arrive quand la correction simple ne suffit plus. On fait face à une crise, un échec majeur. Le thermostat chauffe à fond, mais la température ne monte pas, c'est ça? Et là, il est obligé de remettre en question ses propres règles. Il doit se demander, est-ce que mes objectifs sont les bons? Mes hypothèses sur le monde sont-elles encore valides? C'est un apprentissage qui transforme nos schémas mentaux. C'est plus rare, plus difficile, mais beaucoup plus puissant. Donc, si je résume, la simple boucle, c'est corriger l'action. La double boucle, c'est corriger la pensée derrière l'action. C'est une excellente façon de le dire. Et le lien avec notre discussion, c'est que ce modèle confirme que le faire est un moteur essentiel. Mais il précise une condition capitale, que la pyramide ignore complètement. Laquelle? Il faut faire, oui, mais il faut aussi se tromper. Et surtout, comprendre pourquoi on s'est trompé pour se corriger. Ce n'est pas l'action en soi qui est magique, c'est le processus de détection et de correction de l'erreur. C'est la boucle. C'est beaucoup plus subtil en effet. D'ailleurs, la source fait un lien avec le jeu à ce moment-là. Oui, l'auteur cite le psychanalyste Donald Winnicott qui disait simplement « Jouer, c'est faire ». Le jeu par nature est un laboratoire d'apprentissage par l'erreur. On essaie un truc, ça marche pas, on en essaie un autre. On fait constamment des boucles d'apprentissage simples dans un cadre sans danger. D'accord. Donc avec Argyris et Shawn, on comprend que l'action et la correction sont centrales. Mais ça ne nous dit pas encore comment la lecture ou la réflexion s'intègrent là-dedans. La pyramide les jetait un peu aux oubliettes, mais on sait bien qu'elles sont utiles. Est-ce que le modèle suivant, celui de Kolb, nous éclaire là-dessus? C'est exactement la question que pose le modèle de David Kolb, développé dans les années 80. Pour lui, l'apprentissage, ce n'est ni une pyramide, ni même une simple boucle. C'est un cycle continu en 4 phases. Un cycle. Donc pas de début ni de fin. Exactement. C'est un processus qui se nourrit lui-même. La première phase, c'est l'expérience concrète. C'est le faire. On se lance, on vit une situation. Ok. Deuxième phase. L'observation réflexive. On prend du recul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai observé? Après la réflexion, j'imagine qu'on analyse. C'est la troisième phase. La conceptualisation abstraite. C'est le moment de la théorie. On essaie de donner du sens, de créer des modèles. Et enfin, la quatrième phase. L'expérimentation. L'expérimentation active. Fort de nos nouvelles théories, on planifie de nouvelles actions pour tester nos idées. Et en agissant, on démarre une nouvelle expérience concrète. La boucle est bouclée. La différence est énorme. On n'est plus dans une hiérarchie verticale, où lire est moins bien que faire. On est dans une danse où chaque étape a son importance. Précisément. Et ça change tout. Il ne s'agit plus d'opposer la lecture à l'action, mais de les combiner intelligemment. La source cite une étude de l'université de Leicester. Et là, il y a une surprise qui achève de démolir la pyramide. Ah oui, bizarre. Pour la phase d'expérience concrète, il liste les simulations, les jeux, mais aussi la lecture, lire un témoignage, une étude de cas. Ça peut être une expérience tout aussi forte et concrète qu'une simulation. C'est intéressant cette idée de cycle. J'imagine que tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec chaque étape. Moi par exemple, je peux passer des heures dans la conceptualisation, à faire des schémas, mais j'ai plus de mal à me lancer dans l'expérimentation. Vergent, qui est imaginatif, c'est le roi du brainstorming. Il y a l'assimilateur qui adore créer des modèles théoriques. Ah, je reconnais des gens de mon entourage, oui. L'assimilateur, c'est le collègue qui a besoin de faire un PowerPoint de 50 slides avant de commencer quoi que ce soit. C'est une bonne image, oui. Ensuite, on a le convergent. Lui, il excelle dans l'application pratique des idées. Donnez-lui une théorie, il en fait un plan d'action. Et le dernier? C'est l'accommodateur. Très pragmatique, orienté vers l'action. Il apprend en faisant, par essai-erreur. Et le piège, j'imagine, c'est de croire que les jeux sérieux, par exemple, ne s'adressent qu'aux accommodateurs ou aux divergents, ceux qui aiment l'action. Exactement. Mais l'auteur nuance fortement cette idée. Il s'appuie sur une classification des jeux, le système ESR, qui montre que le jeu ne sollicite pas que les habiletés motrices. Il y a des jeux de logique, de langage, de stratégie. Donc on peut imaginer un jeu adapté à chaque phase du cycle de Kolb. Tout à fait. Un jeu de débat pour la phase réflexive, un jeu de construction pour la conceptualisation. L'idée, c'est de créer un parcours qui parle à tous les profils.
D'accord. Malgré tout, on est un peu orphelin de chiffres, de repères. Est-ce qu'on doit tout jeter? N'y a-t-il aucun modèle, même imparfait, qui utilise des pourcentages pour nous guider? Le document en aborde un dernier qui est très connu en formation pro, le modèle 70-20-10. 70-20-10. L'idée, c'est qu'on apprendrait à 70% par l'expérience, la pratique, 20% par les interactions sociales, le feedback, le coaching, et seulement 10% par la formation formelle, les cours, les stages. Pourtant, ce modèle 70-20-10, on l'entend partout en entreprise. Il a l'air très populaire. S'il est si fragile, pourquoi ce succès? C'est une excellente question. D'abord, il faut être très très prudent. Comme la pyramide de Dale, ses fondations statistiques sont fragiles. Ah, Il vient d'un sondage déclaratif des années 90 auprès de seulement 200 cadres. L'échantillon est minuscule et peu représentatif. Donc il ne faut surtout pas prendre ces chiffres au pied de la lettre. mais alors pourquoi ça marche? Parce qu'il capture une vérité ressentie. Il met des mots sur une intuition que beaucoup de pros partagent. On apprend bien plus sur le tas, au contact des autres et des problèmes, que dans une salle de cours. Et pour les entreprises, c'est aussi un discours séduisant, j'imagine. Bien sûr, ça valorise l'apprentissage informel qui ne coûte pas cher par rapport aux formations formelles qui coûtent très cher. Son mérite, c'est de nous rappeler que l'apprentissage est partout, tout le temps. Et le lien avec le jeu dans ce cas? Il est très pertinent. Le document explique que le jeu, c'est un outil formidable pour faire le pont entre ces trois domaines. Un jeu sérieux, ça peut être le cœur d'une formation formelle, Le 10%. tout en générant des tonnes d'interactions sociales entre les joueurs, le 20%. Et en simulant une expérience pratique, le 70%. C'est un catalyseur. Exactement. Pour résumer, cette exploration nous a vraiment emmenés loin de notre point de départ. On est parti d'une pyramide simple, presque simpliste, pour découvrir que c'était un mythe marketing. Et à la place, des modèles comme Kolb ou Argyris et Schoen nous dessinent une réalité bien plus riche. L'apprentissage n'est pas une échelle à gravir, c'est un cycle, une danse permanente entre faire, réfléchir, théoriser et expérimenter. C'est ça. La véritable quête n'est donc pas de trouver les bons pourcentages magiques. Le vrai défi, pour un formateur ou même pour soi, c'est de comprendre comment bien orchestrer ces phases. Comment passer de l'action à la réflexion, de la théorie à une nouvelle action. On sort de l'opposition stérile entre théorie et pratique pour entrer dans une logique d'intégration. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une dernière piste de réflexion, une question que soulève le document en conclusion. Maintenant que la cohérence entre le jeu et ses modèles est établie, le vrai défi pratique demeure. C'est-à-dire? Comment, concrètement, est-ce qu'on instrumentalise un jeu dans un cadre pédagogique? Comment on s'assure qu'il ne reste pas juste une expérience amusante, mais qu'il nous guide bien à travers tout le cycle pour atteindre un objectif précis, mesurable et efficace pour des profils variés? La question n'est plus de savoir si le jeu peut enseigner. Mais de définir précisément le comment. Et ça, c'est tout un champ d'exploration qui reste ouvert.